Beurre FM, 18h30, 19h30, les informés, Abdelkrim Brani. Les informés, François Asselineau est arrivé, bonsoir. Bonsoir. Président de l'UPR et candidat à l'élection présidentielle. Vos questions dans un instant, en direct à François Asselineau, 01 53 48 3000. Alors, en 2012, François Asselineau, vous n'aviez pas pu vous présenter à la présidentielle faute de parrainage suffisant, contrairement à cette année, en 2017. Année durant laquelle l'UPR va fêter ses 10 ans, je crois que c'est dans quelques jours, le 25 mars. Le 25 mars 2017, voilà, c'est à Paris, c'est au Paris Event Center, c'est un samedi. Et c'est à partir de 15h, l'entrée est gratuite et ouverte à tout le monde. Et moi, j'invite tous ceux qui m'écoutent à venir samedi 25, donc c'est porte de la Villette, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, et puis toutes les radios, les télés nationales, même les télés internationales, et puis on aura des autres étrangers aussi. Il va y avoir beaucoup de monde, je pense. Alors, qu'est-ce qui explique, François Asselineau, que vous avez réussi en 2017, là où vous avez échoué il y a 5 ans? Premièrement, il y a 5 ans, il y avait 600 adhérents. Là, nous en sommes à 18 500. 18 500. C'est énorme pour un parti politique, il faut le préciser. Voilà, c'est beaucoup pour un parti politique. On a beaucoup plus d'adhérents que le Front de gauche, le parti de gauche. On a beaucoup plus d'adhérents que LV. Et d'ailleurs, M. Jadot n'a pas pu se présenter. Voilà. Donc, comme on a 18 500 adhérents, on a eu beaucoup plus de démarcheurs qui sont allés voir des maires. Tout simplement, on a vu des milliers de maires. Et puis, c'est pas la seule raison. Il y a aussi le fait qu'on s'était présenté aux élections européennes puis aux élections régionales. On avait quand même rassemblé 190 000 électeurs en décembre 2015. Donc, il y a quand même un certain nombre de maires qui nous connaissaient. Et puis, il y a aussi la dégradation de la situation économique, sociale, politique et militaire depuis 5 ans. Il y a eu la crise de l'euro en Grèce, la crise de l'euro à Chypre, il y a eu le conflit avec la Russie, il y a eu ce qui se passe en Syrie. Donc les esprits ont beaucoup évolué. Et puis il y a eu l'année 2016, il y a eu le Brexit. De telle sorte que désormais, ce que je dis depuis 10 ans, pendant des années, quand je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne, on me considérait comme quelqu'un de tout à fait excessif, on me disait on ne peut pas en sortir, etc. Maintenant, avec ce qui se passe au Royaume-Uni, les gens constatent que ça n'est pas être d'extrême droite que de vouloir sortir de l'Union européenne. Madame Theresa May n'est pas une femme d'extrême droite. Le peuple britannique, c'est un peuple qui a toujours défendu les libertés publiques en Europe depuis presque depuis 800 ans. Deuxièmement, on constate que c'est pas du tout l'apocalypse annoncé. Il y a plein d'investisseurs internationaux qui viennent investir au Royaume-Uni depuis le Brexit, depuis le vote sur le référendum. Et puis on constate surtout qu'on peut en sortir. Donc du coup, il y a énormément de maires qui ont été quand même convaincus que ça serait bien de poser le problème pendant la campagne présidentielle. J'ajoute qu'on a quand même quelques maires, pas beaucoup, mais c'est arrivé, qui nous ont spontanément contactés parce que figurez-vous qu'Internet, ça n'est pas interdit aux maires. Et il y a des maires de petits villages ruraux qui ont regardé les vidéos et qui ont été également intéressés par mon analyse sur les réformes territoriales qui en ce moment sont en train de semer un vent de révolte parmi les maires des petits villages, puisque vous savez qu'il y a 20 000 communes dont il est programmé qu'elles vont disparaître au cours des années qui viennent. On les force à fusionner et on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord avec cette politique des réformes territoriales. Comment ça se passe avec ce qu'on appelle les gros médias qui sont désormais un peu obligés de parler de vous, alors qu'ils vous ont plutôt snobé au cours des dernières années? Écoutez, ça se passe en fait plutôt bien, parce que à part quelques exceptions mais qui méritent qu'on s'y arrête peut-être, mais je ne sais pas. Mais globalement, il y a eu un effet de stupéfaction. Je crois qu'il y a en fait beaucoup de journalistes qui tout simplement considéraient que... Vous savez, moi, dans ma vie, on m'a jamais vu venir, quoi. À chaque fois, dans les périodes de ma vie, on m'a sous-estimé, voilà. Je me rappelle quand j'étais à l'ENA, quand j'étais avant la dernière épreuve d'anglais, j'étais major, les gens n'en revenaient pas. Et puis après, je suis sorti vice-major. Lorsque j'ai créé un parti politique, tout le monde m'a dit que je n'y arriverais pas, que j'étais un bon conférencier, mais pas un responsable politique, etc., etc. Et puis finalement, on a présenté, on se développe très très bien. On est devenu le 4e parti politique en nombre d'adhérents. Et là, de la même façon, personne ne pensait que j'aurais les parrainages. Il y a encore 15 jours, 3 semaines, il y avait des journalistes, notamment dans telle ou telle radio périphérique, qui se gaussaient en disant que j'aurais jamais mes parrainages. Et puis, force est de constater que j'ai... Et puis maintenant, ils se disent, j'ai vu un sondage qui me donne 0% de résultats. On a fait près de 1% il y a 1 an et demi aux européennes. Moi, je peux vous dire ici qu'on va faire un score qui va stupéfier la scène politique française. Le premier tour. Le Frexit, c'est votre slogan de campagne, on peut dire, François Asselineau? Ça sera pas la fiche définitive, mais c'est un des slogans de la campagne pour faire connaître effectivement notre mouvement et un des axes forts du programme. Mais notre programme ne se limite pas à un programme négatif. Il ne s'agit pas uniquement de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. J'explique aussi pourquoi on le fait. C'est pour rendre aux Français leur démocratie et puis pour faire tout ce que les Français veulent.
pour mettre un terme aux délocalisations. On ne peut pas le faire si on reste dans l'article 63 qui organise la liberté des mouvements de capitaux, pour arrêter la disparition de l'agriculture familiale. On peut pas, et de la pêche traditionnelle. On ne peut pas le faire si on conserve les articles 38 et 39. Pour sortir de l'OTAN et de ces guerres illégales qui nous entraînent dans des chocs vis-à-vis du monde arabo-musulman ou de la Russie, ça, on ne peut pas le faire si on ne sort pas de l'article 42 du traité de l'Union européenne. Pour sauver nos services publics, ça, on ne peut pas le faire si on reste sous la coupe de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour simplement avoir la démocratie, parce que on ne peut pas avoir d'autre démocratie si on reste sous la coupe de ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Vous savez, quand j'égrène tous ces articles, ce qui m'amuse un petit peu, ça m'attriste aussi un peu, c'est que je constate que dans les conférences de presse, je vois que les journalistes que je rencontre n'ont jamais entendu parler de ces articles. D'ailleurs, c'est normal, puisque les dirigeants politiques n'en parlent jamais, et d'ailleurs, ils ne les connaissent pas eux-mêmes. Moi, j'ai montré dans chaque média où je suis passé, j'ai montré ce rapport, le rapport que je vais vous remettre, le rapport du 18 mai 2016 de la Commission européenne, qui indique ce que doit être la politique de la France en 2017, avant comme après l'élection présidentielle. Si on y reste, on y apprend notamment que si on reste dans l'Union européenne, en 2017, ou au deuxième semestre, eh bien, il faudra baisser, voire supprimer le SMIC, poursuivre la politique de rigueur, diminuer les prestations chômage, voire les supprimer, s'attaquer à toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les avocats, les notaires, les huissiers, les pharmaciens, les médecins, les dentistes. Donc l'ubérisation généralisée de la société française. Et puis également, on y apprend qu'il va falloir baisser l'impôt sur les sociétés et augmenter la TVA. C'est-à-dire que tout le monde va être obligé de payer un petit peu plus, même des gens qui sont très très modestes, qui sont au minimum vieillesse par exemple, et pour le plus grand profit des actionnaires des grands groupes français par exemple, qui ayant moins d'impôts sur les sociétés donneront plus de dividendes. Vous parlez de dictature. Hein. Mais oui, parce que si vous voulez, moi j'ai montré ça fait 2 conférences de presse à toute la presse française, j'ai remis ça à tous les journalistes français, il n'y en a encore aucun qui a sorti ce document. Mais moi je suis têtu. Et tout au long de la campagne, je vais montrer ce document. Je vais dire, je m'adresse ici aux auditeurs, s'ils votent pour quelqu'un d'autre que moi, si je suis élu à l'Élysée, le jour où je prends mes fonctions, je envoie un courrier pour demander aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne de bien vouloir se réunir avec moi dans un sommet extraordinaire où je leur annoncerai la décision prise par le peuple français en m'élisant de sortir de l'Union européenne. Et à partir de ce sommet, de cette date, commencera le délai de 2 ans pour conclure l'accord de sortie en vertu de l'article 50 que j'accéderai sur le Comme le Brexit, comme le fond. Exactement ce que vont faire les Britanniques. Mais tous les autres, y compris Madame Le Pen, y compris M. Mélenchon, y compris M. Dupont-Aignan, bien entendu, tous les autres, ils se proposent soit d'accepter l'Union européenne, soit d'entrer dans un processus dit de renégociation des traités, dont on sait très bien que ça se terminera en eau de boudin, puisqu'il faudrait l'accord unanime de 28 États, 28 gouvernements et de 28 peuples, c'est-à-dire 56 accords unanimes, ça n'aura jamais lieu. D'ailleurs, je note que Mme Le Pen ou M. Mélenchon se gardent bien de donner quelques délais que ce soit. Actuellement, il y a 800 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté chaque jour, selon l'INSEE. Moi, je dis il y a urgence. Et si c'est quelqu'un d'autre que moi qui est élu à l'Élysée, quelles que soient les promesses qu'il aura pu faire, il sera obligé de mettre en œuvre ce que j'appelle le programme commun, qui va de Mme Le Pen à M. Mélenchon et Mme Artaud, en passant par tous les « on ». Vous savez, Macron, Fillon, Hamon, etc. On écoute les auditeurs, on a déjà pas mal de personnes en attente. Dominique nous appelle de Toulouse. Dominique, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Asselineau. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Patrick Cohen le 13 mars sur France Inter autour de 7h40 qui a présenté l'UPR d'une façon vraiment ignominieuse? Est-ce que vous l'avez vu, cette vidéo? Et que comptez-vous faire? Alors, merci de votre question. Non, je n'ai pas vu la vidéo parce que vous savez, je préfère ne pas... J'ai déjà tellement de choses à faire, j'ai pas spécialement envie d'aller m'énerver en regardant des attaques qui sont d'une calomniatrice et honteuse. Mais ça m'a été rapporté. Alors moi, ce que nous allons faire, c'est qu'en ce moment, on est en train d'examiner avec un avocat
on va éventuellement poursuivre un certain nombre de personnes. Notamment, il y a des gens qui m'ont attaqué directement, par exemple, sur tel ou tel sujet. Donc là, on va les attaquer pour diffamation. Là, on va regarder. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que lors de la première conférence de presse que j'ai faite, j'ai rappelé qu'il y a une charte qui s'appelle la Charte de Munich de 1971 qui fixe les devoirs et les droits des journalistes. Et c'est une charte que des journalistes eux-mêmes, c'était à l'époque, des journalistes internationaux, s'étaient eux-mêmes donnés. Alors, dans cette charte de 1971 dont je parlais, il y a un article 8 qui dit que les journalistes doivent s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement. Et un article 9 qui dit qu'il ne faut jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. Donc, moi, je vois que M. Patrick Cohen, qui d'ailleurs ne m'a jamais contacté, ne m'a jamais invité, ce monsieur et la rédaction qui est avec lui est payé par fonds publics, puisque la France Inter et le service public sont financés par la redevance. J'ai signalé tout à l'heure que nous avions eu 190 000 électeurs. Donc on a au minimum 190 000 électeurs, mais je suis confiant qu'on va avoir des centaines et des centaines de milliers d'électeurs le premier tour pour ma candidature. En fait, ce sont des centaines et des centaines de milliers de Français qui payent pour se faire insulter. Et c'est la troisième fois que ça arrive. Donc là, moi je demande à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, très posément, très poliment, mais d'écrire à France Inter en disant que c'est une honte, que ce n'est plus du journalisme, c'est du travail de propagandiste, de bas de gamme. En fait, on se croirait revenu dans les médias sous l'occupation. Vous savez, il y avait Je suis partout, Gringoire, qui étaient des médias comme ça qui se permettaient de salir tout ce qui touchait. Il n'y a pas le début du premier raisonnement, c'est de l'attaque personnelle. Au passage, c'est l'hommage du vice à la vertu. Ça veut dire que je leur fais peur. On va écouter à présent Sophie qui nous appelle de Saint-Leu. Sophie, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Asselineau. Félicitations pour vos 500 signatures, du coup, si vous les avez. Attention, ça ne veut pas dire que je vais adhérer à votre parti. Moi, j'ai une petite question. J'en ai deux, en fait. Sans vouloir être offensante, à mon sens, quand on lit votre programme, vous adressez déjà à une partie de la population qui est déjà eurosceptique. Vous avez fédéré des gens de droite, gauche, extrême gauche, j'ai envie de dire droite poussive. Vous avez réussi à fédérer. Bravo, je crois que le Parti socialiste se vous envier. Après, là où je pose un bémol, c'est l'individu lambda, le mec qui est au chômage dans son quartier, la femme, excusez-moi, j'ai la gorge, la femme qui élève seule ses enfants, pour qui l'OTAN est un vague souvenir de lycée. Concrètement, pensez-vous réellement que ça lui parle, la sortie de l'euro? Ces personnes-là ont peut-être envie d'avoir des preuves un peu plus factuelles sur des notions qui les préoccupent au quotidien, le chômage, les flux migratoires, et j'en passe. D'aller chercher ceux qui ne sont pas forcément convaincus. Merci Sophie pour cette question. Alors moi, je trouve que c'est une question qui est assez... que je comprends. Parce que c'est vrai que le problème auquel nous nous heurtons, c'est que ça fait des décennies qu'on explique aux Français que l'Union européenne, la construction européenne et l'euro vont être quelque chose de formidable, vont leur assurer la croissance, le niveau de vie, le plein emploi, et que si on est contre, c'est qu'on est quelqu'un d'extrême droite et qui veut la guerre et qui va amener l'apocalypse financière. Donc le problème auquel je me heurte, moi, c'est d'expliquer pourquoi déjà tout ceci ne va pas amener ni la guerre, ni l'apocalypse financière, et pourquoi c'est possible. Et c'est vrai que c'est sans doute un peu au détriment d'une explication plus claire des avantages. Et je compte bien, en effet, et votre auditrice a raison, bien entrer dans le sujet. Moi, je vais expliquer que si on sort de l'Union européenne, ça va permettre justement, je le disais tout à l'heure, de supprimer l'article 63, donc déjà d'arrêter les délocalisations. Ça veut donc déjà, le départ, les usines qui ferment tous les jours ouvrables, ça va s'arrêter. Si on sort de l'euro et si on crée un contrôle des mouvements de capitaux, le nouveau franc perdra à peu près 10-15% peut-être de sa valeur. C'est-à-dire que les exportations vont devenir beaucoup plus attractives, on va vendre beaucoup plus à l'étranger, on va moins importer, on va avoir d'un seul coup de la croissance et on va forcément embaucher. C'est ce qui vient de se passer au Royaume-Uni. Eux, ils ne sont pas dans l'euro, ils ont la livre sterling, mais la livre sterling, elle a perdu 10%. Le chômage, brutalement, a baissé. Ils sont tombés à 4,6% de taux de chômage. Et puis, il y a beaucoup d'investisseurs internationaux qui viennent investir
au Royaume-Uni parce que la main-d'œuvre est moins chère. Mais c'est ça qu'il y a. Vous savez, il y a une étude qui avait été faite par Jacques Sapir, qui n'est pas à l'UPR d'ailleurs, comme votre auditrice. Jacques Sapir a fait une étude à partir de modèles économétriques, c'était sorti il y a 2 ans sur la Fondation Res Publica. Il avait montré que si on sortait de l'euro, si le franc nouveau perdait à peu près 10-15% de sa valeur, et bien entendu si on introduisait un contrôle des mouvements de capitaux, et selon les modèles qu'il avait fait tourner, le modèle économétrique sur informatique, on pouvait anticiper une baisse en l'espace de 2 ans de 1 à 2 millions de chômeurs en moins de catégorie A. Donc soyez bien assurés que si je vous propose tout ceci, moi je viens du ministère des Finances, c'est pas par nostalgie, c'est pas par ringardise, c'est pas par je ne sais quelle volonté de refermer la France sur elle-même, pas du tout. D'ailleurs, il ne s'agit pas du tout de fermer la France sur elle-même. Regardez la Suisse, qui est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, ou la Norvège ou l'Islande ne sont pas des pays fermés sur eux-mêmes. Si je vous propose ça, c'est bien entendu dans l'objectif numéro 1 d'arrêter l'hémorragie des industries, d'arrêter la destruction de l'agriculture et de la pêche traditionnelle, et de favoriser l'emploi, et de favoriser également le maintien des services publics, notamment en zone rurale. On va écouter à présent Toufik qui nous appelle d'Épinay. Toufik, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à votre invité et puis mes félicitations pour vos signatures. Alors, ma question, c'est la suivante. On regarde en tant que Français, je précise Français de confession musulmane, mais d'abord Français, parce qu'aujourd'hui, on nous ramène beaucoup à nos origines, voire à notre religion, alors qu'on est Français et qu'on ne prend pas assez en considération. Je regarde ce qui se passe au Canada, par exemple, avec M. Trudeau, qui a plus une vision de rapprochement et puis j'ai envie de dire, une forme de solidarité entre toute la population canadienne, peu importe leurs croyances ou leurs origines. Et ça n'existe pas en France, et je me demande si ça va exister, et si ça pourrait exister avec vous. Et qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour que demain, on arrive à une France plutôt unie, plutôt que dans la division, la stigmatisation. Voilà, c'est ma question. Merci Toufik, François Asselineau. Merci pour cette question. Si vous me connaissez un petit peu, ça fait quand même plusieurs années que j'ai l'honneur d'être invité par Beurre FM. J'en profite pour vous saluer parce que vous avez fait partie de ces quelques radios françaises qui ont sauvé l'honneur de la démocratie. On me connaît quand même bien. Le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement qui est ouvert absolument à tout le monde et qui a toutes les origines ethniques, confessionnelles, religieuses, toutes les catégories sociales et toutes les opinions politiques. J'avais dit il y a déjà un certain nombre d'années qu'un beau modèle de société, c'était celui qu'on trouve à l'île de la Réunion, justement. Il y a des problèmes à la Réunion, il y a notamment un très fort taux de chômage, mais on y trouve justement des gens de toutes les confessions religieuses et globalement, ça se passe quand même globalement bien. Je n'ai jamais, et je me permets d'insister là-dessus, je n'ai jamais versé dans quelque stigmatisation de qui que ce soit. Il n'y a pas de phobie à l'UPR. Voilà. Je ne suis pas islamophobe, je ne suis pas, comment dirais-je, homophobe. Il y a de tout à l'UPR, il y a tout ce qu'on veut. En particulier, on pourra le vérifier, lorsqu'il y a eu l'affaire du Burkini l'été dernier, je n'ai pas dit un mot. Et au contraire, ensuite, plusieurs semaines après, quand l'affaire s'était arrêtée, j'ai dit mon sentiment que c'est que ce genre de questions, il y a des forces en France, notamment au Front National, mais pas uniquement, qui s'ingénient à jeter de l'huile sur le feu constamment. Voilà. On m'a interrogé l'autre jour, c'était sur, je crois, je sais plus, c'était LCI ou j'en sais plus, je me rappelle plus, j'en fais tellement en ce moment. On me demandait ce que je pensais de l'affaire, la décision de la Cour européenne de justice sur le voile dans les entreprises. Tout ça, ce sont des sujets qui sont des sujets diviseurs. Et moi, je sais que, enfin, tout le monde peut me témoigner, je pense, que depuis que j'ai créé l'UPR, je ne cesse que de vouloir rassembler tous les Français, quels qu'ils soient, justement sur l'unité nationale, pour sauver notre pays qui est en train d'être détruit, notre patrimoine public, notre patrimoine privé, notre démocratie, notre unité nationale. Et puis même, nous sommes devenus les vassaux de l'impérialisme américain pour mener des guerres illégales au Moyen-Orient. Donc ça, je pense, et d'ailleurs j'ai la fierté de le souligner, nous avons parmi nos adhérents beaucoup de jeunes Français d'origine immigrée, en particulier d'origine maghrébine et de confession musulmane. Il nous reste vraiment très peu de temps, ce sera la dernière question. Martine nous appelle de Seine-Saint-Denis. Martine, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Martine. Je vous appelle parce que d'abord je suis très heureuse que M. Asselineau ait eu toutes ses signatures. Ça me fait plaisir. Merci. Parce que j'ai adhéré à l'UPR il y a quelques mois, en 2016. Et en fait, ma question, elle porte surtout sur le débat qui aura lieu lundi
lundi 20 sur TF1. Je voulais savoir ce que vous pensiez, Monsieur Asselineau, du fait que vous ne fassiez pas partie des invités et comment l'UPR réagit à ça. Est-ce qu'il y aura, entre guillemets, une contre-attaque ou... Donc, à propos du débat de lundi, merci beaucoup, Martine. Il nous reste deux petites minutes. Alors d'abord, merci pour ces encouragements. Deuxièmement, vous imaginez bien que je ne suis pas satisfait. C'est scandaleux. C'est contraire aux principes républicains. Il y a dans l'article 7 de la Constitution, il y a des candidats à l'élection présidentielle. Il n'y a pas des petits candidats et des grands candidats. Ça n'existe pas. Ou alors ça repose sur des sondages qui sont achetés, complètement bidouillés. C'est tout à fait anormal. Alors ce que nous allons faire, c'est que d'abord, je vais demander aux candidats invités de ne pas y aller. Parce que moi, ce que je ne veux pas, vous savez ce qui va se passer, il va y avoir 5 candidats qui vont y aller, et puis probablement M. Mélenchon, Mme Le Pen, qui vont verser une larme devant les millions de téléspectateurs en disant « Bon, je viens, mais c'est pas normal que les autres, ça c'est pour ratisser large ». Je demande ici à M. Fillon, à M. Hamon, à M. Mélenchon, à Mme Le Pen et à l'inénarrable Macron de refuser, tous les 5, d'aller à ce débat, parce que c'est un débat anti-républicain. Il n'y a pas une Ligue 1 et une Ligue 2 parmi les candidats. Voilà. Et s'ils y vont quand même, c'est qu'en fait, ils approuvent ce système. Voilà. De la même façon que moi, je ne participerai pas à un débat de Ligue 2. Je n'ai pas envie de me retrouver avec Mme Artaud ou avec Monsieur Dupont-Aignan ou je ne sais pas quoi, parce que ce serait avaliser ce système. Si le débat a lieu néanmoins, eh bien, probablement, le lendemain, je ferai un direct de 3 ou 4 heures et où on reprendra toutes les questions qui auront été abordées et où on fera, j'expliquerai tous les sujets qui n'ont pas été évoqués, qui ont été passés sous la table. François Asselineau, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Beurre FM. Merci et excusez-moi pour le retard aux encombrements de Paris. On a rattrapé un petit peu. Alors, on se retrouve dans un instant avec les informés pour le Zap des Infos. À tout de suite. 01 53 48 3000. Jusqu'à 18h30, Beurre FM vous donne la parole. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.